Maria Sklodowska, une brillante étudiante polonaise en sciences et en mathématiques, épouse le 26 juillet 1895 un physicien de 35 ans, Pierre Curie. Elle décide d'étudier un phénomène qui intrigue les scientifiques de l'époque, les radiations qu'émettent certains métaux, l'uranium entre autres. Marie et Pierre constatent que la pêche-blinde, contenant de l'uranium, se révèle plus radioactif que l'uranium pur. C'est anormal, c'est le contraire qui devrait être vrai. La pêche-blinde devrait émettre des rayons d'intensité plus faibles. Il y aurait-il dans ce minerai un autre élément inconnu responsable de cette radioactivité? Finalement, ils arrivent à extraire de la pêche-blinde une substance nouvelle qu'ils nomment polonium, en hommage au pays natal de Marie. Ce n'est pas fini. Une analyse plus poussée révèle que derrière le polonium se cache un autre élément encore plus radioactif, le radium. La découverte fait sensation. Le 28 janvier 1887, Gustave Eiffel lance sur le champ de Mars à Paris la construction du tour de fer de 300 mètres de hauteur, un défi gigantesque pour l'époque. En dépit des critiques virulentes, la tour est construite en 2 ans. Avant le Soleil. Nous avançons en ligne droite dans l'espace et cela restera ainsi tant qu'aucun corps ne fera son apparition dans le voisinage. Maintenant, rajoutons le Soleil. Étant donné sa taille et sa masse, le Soleil déforme la courbure de l'espace-temps et notre trajectoire, qui passe non loin de là, est impactée par cette déformation. Nous suivons désormais une trajectoire qui nous fait tourner autour du Soleil. La déformation de l'espace-temps dépendra de la masse et de la taille du corps concerné. Jusqu'ici, nous avons parlé de la déformation de l'espace, en 3 dimensions, mais il y en a une 4e indissociable, le temps. La relativité générale d'Einstein nous dit que plus nous serons proches d'un objet compact, comme ce trou noir, plus l'espace-temps sera déformé. Le temps passera donc plus lentement. Mais elle nous dit également que le temps n'est pas absolu mais relatif, dépendant du référentiel dans lequel nous nous trouvons. Prenons un exemple. Imaginons que nous nous trouvions à l'extérieur de la déformation générée par ce trou noir. La Terre tourne tout à fait normalement. Mais plus elle va se rapprocher du trou noir, plus le temps passera lentement. Pour nous, située loin de là, elle semblera ralentir jusqu'à se figer totalement. Aux abords d'un trou noir, le ralentissement du temps est presque infini. Mais si nous allons dans le même référentiel qu'elle, nous la verrons tourner tout à fait normalement. A l'inverse, si la Terre s'éloigne du trou noir et que nous y restons, nous la verrons tourner de plus en plus rapidement. Les secondes pour nous seront des années voire des siècles pour les personnes sur Terre. Nous verrions même toute son évolution jusqu'à l'extinction de la planète. L'entrée d'un train en gare de la Ciotat est une des premières images filmées de l'histoire du cinéma. Si les frères Lumière qui inventent le cinématographe en cette fin de 19e siècle ont choisi le train à vapeur, c'est parce qu'il est le symbole le plus impressionnant d'une France bouleversée par la révolution industrielle. Un basculement violent, définitif, d'une société à 80% rurale vers une société de la machine et de la vapeur. La vapeur, c'est ce dont avaient besoin les trains et les navires pour accélérer le temps et effacer les distances. La vapeur, c'est la révolution technique qu'attendait l'industrie pour se transformer et se développer. Mais pour produire autant de vapeur, il faut de l'énergie. Cette énergie, c'est la houille.
my dreams. I see you, I feel you. That is how I know you. Go on. Far across the distance and spaces between us, you have come to show you. Go on. Near, far, wherever you are, I believe that the heart does. Go on. Once more, you open the door, and you're here in my heart, and my heart will go on and on. En plus du casque, les combattants reçoivent des protections contre cette nouvelle arme. La guerre chimique a commencé. Il y a 100 ans, en mars 1918, au Kansas, dans un camp militaire, une grippe foudroie les soldats. C'est le début de la grippe espagnole, de la grande tueuse. Les Américains viennent alors de s'engager dans la Première Guerre mondiale. Les jeunes soldats convergent par milliers vers des camps infectés avant de s'entasser dans des bateaux vers l'Europe. C'est à l'automne que la grippe devient meurtrière. De jeunes soldats meurent du jour au lendemain. À la fin de la guerre, des milliers de soldats retournent dans leur pays. L'influenza est disséminée sur tous les continents. Jusqu'à 1/3 de la population mondiale aurait été infectée. Les évaluations du nombre de décès sont grossières. 50 millions, peut-être 100 millions. Une chose est sûre, la grippe a tué bien plus que la Grande Guerre. Le mur de Berlin, mur idéologique par excellence, deviendra le symbole de cette division. La partition de la capitale allemande trouve son origine dans les accords conclus en 1945 par les puissances victorieuses. La ville est alors divisée en 4 secteurs sous commandement américain, soviétique, anglais et français. Située à l'intérieur de ce qui allait bientôt devenir l'Allemagne de l'Est, Berlin représente un enjeu géopolitique dès lors que les relations entre les Alliés se dégradent. Et les Soviétiques vont fermer inexorablement leur zone d'influence. August 13th, 1961. The wall is begun. The wall of shame. Au matin du 13 août 1961, que pouvaient penser ces hommes qui voyaient se construire les murs de leur propre prison ? A Amália, para mim, representa a inspiração maior. E, portanto, estar aqui no estúdio onde ela gravou é uma sensação incrível. Que destino
fado é a melhor forma de me expressar, de expressar aquilo que eu sinto. Le 10 avril 1970, il y a maintenant 45 ans, le monde apprenait avec stupéfaction la séparation des Beatles. C'est la fin d'une aventure de 10 années pour un groupe de musique qui, bien avant l'arrivée d'Internet, invente la mondialisation. La musique des Beatles inonde en effet très vite les 5 continents. Car les Beatles, ce n'est pas seulement un groupe de 4 adolescents originaires de Liverpool en Angleterre. Ce sont surtout 4 musiciens et compositeurs de talent qui vont incarner au début des années 1960 la soif de liberté qui secoue le monde 15 ans à peine après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le 21 juillet 1969, l'astronaute américain Neil Armstrong est le premier homme à poser le pied sur la Lune. L'exploit est suivi en direct par des millions de téléspectateurs du monde entier. C'est un petit pas pour l'homme, mais un bond de géant pour l'humanité, dira l'astronaute. Dès son élection en 1961, le président Kennedy mobilise les États-Unis autour du projet d'envoyer l'homme sur la Lune. Avec le programme Apollo, en moins d'une décennie, l'Amérique réalise son objectif et impose sa puissance à l'écran. Filmé sous tous les angles, soigneusement mise en scène, la conquête de la Lune est aussi l'un des tout premiers directs télévisés mondiaux. Les images prises par les missions Apollo, la Terre se levant sur la surface de la Lune, ou les astronautes posant à côté du drapeau américain fiché dans le sol lunaire, deviennent des icônes. De France. Corner rentrant, il est bien frappé au premier poteau. But de Zidane. Zidane sur ce premier corner français place un coup de tête magistral et ouvre le score alors que l'on joue depuis 27 minutes. Corner rentrant d'Emmanuel Petit. Et vous voyez que sur l'action de Lilian Thuram, il est allé jusqu'au bout. Jorquet et but. Je vous avais dit, il y avait le corner qui venait, il y a eu 2 corners et c'est le doublé de Zinedine Zidane. Petit et but. Le troisième but d'Emmanuel Petit qui marque à la dernière minute. Et c'est fini. L'équipe de France est championne du monde. Le 26 avril 1986, le réacteur numéro 4 de la centrale Vladimir Ilitch Lénine, située à Tchernobyl en Ukraine, explose et provoque une des plus importantes catastrophes nucléaires de l'histoire.
À 1h23 minutes 44 secondes, c'est l'explosion. La déflagration soulève la dalle supérieure du réacteur d'un poids de 2000 tonnes. Le cœur est à l'air libre. Les particules radioactives produites par le cœur en fusion sont projetées dans l'atmosphère. Ils sont debout sur le mur, figés dans l'histoire. Ils sont déjà de l'autre côté du mur. Ils sont des milliers à Berlin, côté ouest, porte de Brandebourg. Ce mur qui pendant 28 ans, 2 mois et 27 jours fut leur prison. Ce mur, symbole de la guerre froide, est devenu la veille celui de la liberté. L'histoire a basculé le 9 novembre, balayé par quelques phrases. Le porte-parole du Politburo annonce à la surprise générale que les restrictions de voyage pour tous les citoyens de la RDA sont levées immédiatement. Ces quelques mots résonnent alors dans tout Berlin et propulsent aussitôt au poste frontière les habitants de l'Est. Là, les gardes sont très vite débordés et tentent de vérifier l'information, mais en vain. Ils ne peuvent contenir la foule qui scande « Ouvrez les portes, ouvrez les portes !» Une foule ivre déjà de joie. Le responsable du contrôle finalement capitule et ordonne l'ouverture des barrières. Le mur de Berlin est tombé. Tu t'es sacrifiée pour me sauver la vie. Parce que je t'aime. Oh, une véritable preuve d'amour peut faire fondre un cœur gelé. L'amour guérit tout. L'amour, bien sûr. Elsa. L'amour. Oh.